Et bienvenue sur la JTR Academy pour écouter un nouvel épisode de Dungeon Crawl Classics. Ce soir, je suis excellemment bien entouré en la compagnie de Sieur Timesidius. Et bonjour. Mélana. Salut tout le monde. Et Monseigneur Doc de la table de rencontre. Riley disait il y a peu que maintenant les deux communautés couchent ensemble. Je pense que là on est prêt à faire un bébé, Doc. Ah oui, là ça y est, c'est l'intimité, c'est plus une question. Et bonsoir tout le monde. Ce soir, on va donc jouer un scénario du doux nom de Lumière sous le Mirador, un entonnoir un peu particulier. C'est le premier entonnoir écrit pour la peuplade francophone et non pas par un de nos compatriotes, mais par un de nos cousins du Québec. Et j'ai nommé Pierre-Philippe Renaud, alias Pépé de la chaîne Coup Critique. Une personne qu'on ne présente pas et une moustache qu'on a envie d'y plonger sa tête dedans. Notre aventure commence avec un paysage campagnard. Des plaines, des champs, quelques bosquets de bois, une rivière qui coule jusqu'au lointain. Les oiseaux chantent et virevoltent. Une biche bondit entre les bois. L'air frais du matin n'a pas encore perdu toute l'humidité de la rosée. Notre vue va pivoter et un petit chemin de terre battue et mal entretenu file en direction des multiples silhouettes de chaumières, commerces et ateliers pour s'approcher vers l'unique grand bâtiment à étage. Sa porte, elle est maintenue ouverte par une grosse pierre, et la clameur s'abat depuis l'intérieur comme un poids pesant. On y trouve une masse serrée d'hommes et de femmes, pour certains originaires du village et pour d'autres peuplant les collines environnantes. Sur une estrade de fortune, un groupe, des marchands de meilleures conditions, essaye de faire taire la foule. Nous entendons vos inquiétudes. Elles se joignent aux nôtres. Il est en effet inquiétant de voir l'un de nos meilleurs clients ne plus donner signe de vie. Il fait marcher nos commerces et permet au village de rayonner dans les environs. C'est pourquoi le conseil vous a réunis. Découvrir ce qu'il advient de notre très cher René des Anges aux îles. Un édenté lève aussitôt la voix. Mais, les collines, les bois, tous les environs, les présages funestes. Et la rumeur de la foule laisse entendre qu'elle acquiesce à ces paroles. Autour, nous avons, parmi cette foule, nos joyeux personnages, incarnés par nos 3 joueurs de ce soir. Je vais vous laisser nous décrire un petit peu comment réagissent chacun de vos persos en groupe ou entre eux, peu importe, sur cet événement. René des Anges aux îles, un homme qui ne payait pas de mine et qui avait une petite habitude, un petit plaisir personnel porté en direction des étoiles, qui visiblement investissait pas mal de son argent dans les petits commerces du coin. Et voilà maintenant 3 bonnes semaines qu'il ne donne plus de nouvelles. On va commencer par Mélanar. Comment tes personnages sont vis-à-vis de cette nouvelle? Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier avec René, ou est-ce qu'ils ne connaissent que de loin? Eh bien, Domi, qui est astrologue de son état, a souvent pu échanger avec René. Et donc, lui et sa scribe Naboo le connaissaient très très bien. Donc, ils se sont réunis avec 2 de leurs amis. Un alflin du nom de Kender et le cordonnier Stiletto, et ils discutent à propos de ça. Ils sont assez inquiets, notamment aussi parce que c'est un bon client de Stiletto, donc ils sont assez inquiets aussi et se joignent à l'inquiétude plus ou moins ambiante quant aux faits énoncés. Excellent. Du coup, ton astrologue, il peut effectivement avoir quelques rapprochements avec René des Anges aux îles, puisqu'il habite une vieille tour de garde depuis quelques décennies. Et comme je le disais, il avait une passion un peu scientifique qui lui ont amené à transformer cette vieille tour de garde en un observatoire. Un bâtiment depuis lequel, ce que tu as pu avoir de sa propre bouche avec ton astrologue, n'importe qui peut regarder le ciel avec une grande précision et à une distance phénoménale. Un étrange oiseau se renaît. On va se tourner en direction des personnages de Doc. Comment ils réagissent, les tiens? Bah ils sont pas contents du tout, puisque ils font partie de la guilde des marchands. En tout cas, petit groupe de la guilde des marchands est composé notamment de Rascal, notre dresseur, accompagné de son poney Gustave, qui est pas content puisqu'il attendait un arrivage de foin pour Gustave notamment. Il est également accompagné de Glorer Graham Greystone, aussi connu sous le nom de Glory, un nain maçon qui note avec son morceau de craie sur une tablette en argile le manque à gagner de cette disparition depuis 3 bonnes semaines, et ça commence à beaucoup l'inquiéter.
Nous avons également dans cette fine équipe Gerngaur, que nous appellerons Gern, qui est le docker de la ville et qui s'occupe notamment de la récupération des marchandises qui arrivent par le fleuve. Et puis enfin, nous avons Zab, le mendiant de la guilde, celui qui fourre un peu son nez partout, qui traîne dans les rues, qui n'est pas réellement affilié officiellement à cette petite guilde de marchands locale, mais plutôt qui agit en sous-marin. C'est un petit jeune, un petit gamin, Zab. Et donc ils sont pas contents, ils sont vraiment pas contents du tout que René ait disparu depuis aussi longtemps, peut-être parce qu'il essaie de faire affaire avec un autre village et que ça mettrait en péril les accords qu'ils ont signés avec lui. Parfait, effectivement, ouais. Ça fait des années qu'il essaie de prouver qu'il existe au-dessus de la demeure des dieux dans les cieux, un autre monde rempli de boules de feu, de glace, de peuplé de créatures selon lui. Et même si tes personnages n'ont pas trop accordé grand-chose à ses paroles, l'argent qu'il amenait dans les coffres et dans les bourses était bien entendu au-delà de tout ce que ces paroles un peu excentriques pouvaient être apportées jusqu'à tes oreilles. Pour tes personnages, Time, Sidious, comment ils apprennent la nouvelle et comment ils se placent là-dessus? Eh bien moi mes personnages sont donc un groupe d'aventuriers qui a pour habitude de cheminer ensemble depuis déjà de nombreuses lunes en quête d'aventure. Ils sont arrivés là par hasard, mais du coup la nouvelle les intéresse et les intrigue puisqu'ils vont naturellement vouloir enquêter quant à cette disparition, et donc on retrouvera dans mon groupe Cibus qui est l'alphelin teinturier du Quatuor, donc dont la famille a été maudite et qui du coup a dû fuir son village. Bill le Boucher, qui est un homme plein de vices en rédemption, et donc il va par l'aventure chercher à se refaire une image. Potcol, qui est l'apicultrice du groupe, qui est une orpheline qui a grandi dans la forêt seule, donc qui est très à l'aise avec les environnements naturels et qui s'est noué d'amitié avec Dégolas, elfe du clan des forestiers, passionné par les plantes, et qui quant à lui cherche à découvrir de nouvelles essences encore inconnues. Parfait. Donc au-delà de sa passion de dessus des nuages, ce n'était pas un mauvais bougre. Les personnages le savent bien, il était toujours volontaire pour aider le village et il apportait toutes ses connaissances scientifiques et arcaniques pour permettre aux petites gens, aux simples gens d'avoir une meilleure qualité de vie. Et comme je le disais, ça fait maintenant 3 semaines que vous êtes sans nouvelles. Alors qu'il avait l'habitude de venir faire ses emplettes pour acheter son pain, son beurre et les petits travaux qu'il laissait à droite à gauche auprès des forgerons entre autres. Vous êtes donc ces bonnes gens et qui vont décider de faire route jusqu'à l'observatoire. Mais bon, qui dit travail dit salaire. Et avant que vous ne vous portiez volontaire pour ça, on aura des petites informations qui vont être entendues, captées ou même sues de vos personnages. Et chacun d'entre vous, je vais vous demander de me jeter un des 6. Pour toi, Doc, tes personnages auront soit la connaissance, soit entendront une femme, une maman, en train de dire « Ah, mon petit Billy était parti cueillir des morels et à son retour, j'ai passé proche de l'écraser. Il mesurait 10 cm maintenant, je l'ai perdu de vue. Je sais même pas où il est rendu maintenant. » C'est un peu dans la cohue, t'as entendu ces paroles. D'accord. Time Sidious pour toi? Je vous le dis, c'était une grosse plaque de métal volante. Elle est passée au-dessus de la colline dans un grand... Et pour finir, Mélanar, si vous me demandez mon avis, je crois que René a pactisé avec des engeances démoniaques. Il pratique la magie, vous savez. Et à ce moment-là, l'assemblée qui continue à murmurer entre elles avant qu'une des commerçantes reprenne la parole. Pour les personnes prêtes à se rendre à la vieille tour de garde, nous offrons 3 paniers de vivres par semaine pendant une année complète, dit-elle en levant un doigt. Et puis nous ajouterons aussi une boîte surprise avec divers biens déposés dans le point relais taverne de votre choix une fois par mois. Plus que généreux, j'ai envie de dire. Eh ben moi, ça me va en tout cas. De mon côté, Naboo a bien pris note de la proposition, et donc après une légère concertation avec le reste du groupe, ils vont s'avancer. C'est Domi, l'astrologue, qui va prendre la parole en signalant « Ah, on a besoin de lui de toute façon, et c'est un ami. Donc, nous venons. » Eh bien, mon groupe va également s'avancer après rapide concertation. Au nom de la Guilde des Marchands, nous irons également. Moi, il y a Cibus, l'alphelin, qui se dirigerait vers la dame qui a promis la récompense,
et s'assurera que la récompense est individuelle, que chacun pourra bénéficier des divers présents. Tu la vois qu'elle elle devient un peu livide, un peu surprise, elle se crispe au niveau du visage et puis elle te fait un nom de la tête. Non, c'est à se partager. Bon, eh bien, nous partagerons dans ce cas. Nous en sommes également. Cette technique de négociation hors du commun. Tu vois Glory, le nain, qui commence à regarder et qui note sur sa petite tablette avec Sacré, commence à noter des trucs en vous regardant. On va changer de scène où on va retrouver ce groupe d'une douzaine de personnages, de paysans, commerçants, hommes et femmes vivant au sein de ce patelin, arriver à la croisée des chemins et se retrouver derrière la dernière ferme où d'ailleurs un paysan bougon vous regarde, les yeux plissés, la bouche tordue vers le bas, comme presque un dégoût de voir des gens partir ainsi à l'aventure. Et vous savez, il y a deux options qui s'offrent à vous pour partir en direction de l'observatoire. Les deux options sont suivre le chemin royal, qui est la route permettant d'atteindre d'autres villages et qui descend vers le sud pour se scinder en petite route de campagne annexe. C'est le trajet le plus long, mais c'est le plus sûr à emprunter. Et ensuite, la seconde option, c'est de couper directement à travers champs et collines, afin d'arriver plus rapidement à l'observatoire, mais aussi peut-être de courir des risques, car tout le monde le sait, il est guère prudent pour de simples paysans de se promener dans des terres sauvages. À nouveau, Glory, le nain, s'avance, se retourne vers toute l'assemblée et dit: le temps, c'est de l'argent. Je propose qu'on coupe à travers les champs. Est-ce qu'il vote seul ou le groupe vote entier? Non, le groupe vote à l'unisson. Et suit Glory, il dirige tout ça d'une main de fer. De mon côté, tout le monde va se réunir autour de Domi qui va sortir sa longue vue, la pointer vers le ciel, observer, réfléchir et au final choisir la voie royale. Les deux groupes se regardent, les choix ont été faits, on est des deux côtés de la balance, Time Sidious, des personnages. Ils vont choisir de la faire pencher de quel côté? Eh bien, mes personnages sont des aventuriers par nature, et donc ils vont choisir de couper à travers champs, après s'être concertés très rapidement. On suivra donc du coup l'appel de l'aventure. Excellent. Mélana, est-ce que tu comptes partir seul de ton côté et peut-être risquer d'arriver bien après eux, ou tu te fais une raison et tu les rejoins? On peut pas cacher l'ennui sur le visage de Domi au vu de la décision des deux autres groupes, qui est contrarié de par ce choix, lui qui est persuadé avoir vu dans les astres la bonne route. Néanmoins, Stiletto lui glissera un mot à l'oreille. Le reste du groupe n'entendra pas, mais c'est une histoire d'usure de bottes, et donc potentiellement ça pourrait être utile par la suite de prendre un chemin un peu plus boueux pour pouvoir avoir de potentiels clients par la suite. Donc mon groupe se joindra aux deux autres. Parfait. Ah, j'ai décidé. Vous choisissez donc d'emprunter le chemin des champs et vous commencez votre voyage en direction de l'observatoire. Vous avez pour une poignée d'heures, 3, 4 si tout se passe bien, et vous allez passer à côté des chemins qui permettent d'entrer dans les champs environnants du village, puis passer à travers de petits bosquets, retomber à nouveau sur des champs, puis finalement arriver sur des zones de collines qu'il faut commencer à gravir, vous laissant observer les environs et ce doux vent qui vient se rabattre sur vous, vous portant les bonnes odeurs de la campagne et une belle vue sur les environs. Il sera même possible d'observer par moments le bout non pas de la tour, mais plutôt un étrange appareillage qui serait au niveau de cet endroit-là. Comme Mélana, tu n'as pas eu le choix, je vais t'inviter à me lancer un des 3, s'il te plaît. Vous empruntez des routes de terre battues, couramment empruntées, mais très mal entretenues. C'est accidenté et ça reste fatigant. Vous avez croisé encore quelques fermes, parfois des ruines oubliées, et maintenant laisse place à beaucoup plus d'arbres, de forêts. Arrive un moment où, quand vous vous rendez sur une zone dégagée, où les arbres laissent place à une plaine, et plus loin à nouveau la forêt, le sol vibre. Quelque chose de pesant semble s'approcher. De pesant, c'est-à-dire de plutôt gros, de plutôt... Alors, tu as quoi comme personnage? Quelles sont les occupations? J'ai un dresseur, un nain maçon, un docker et un mendiant de guilde. Alors, je dirais que ça pourrait rappeler plus peut-être au docker,
des chocs un peu sourds, un peu comme les bateaux qui vont accoster ou quand ils s'occupent de déposer ou de mettre des caisses. D'accord. Ça commence d'ailleurs à devenir suffisamment fort pour que vous le ressentiez au creux de vos tripes, de votre estomac, comme un léger chatouillis de vibration. Est-ce qu'on a des, des arbres du coup à proximité qui nous permettraient de prendre un peu de hauteur? Oui, bien sûr, ouais. Eh bien dans ce cas, Dégolas, l'elfe forestier du coup va essayer d'utiliser toute ton agilité pour grimper très rapidement à un arbre et voir un peu ce qu'il peut apercevoir. Ok, on va donc lancer un premier jet. Je vais t'inviter à me faire un jet d'agilité. DD de 8. L'arbre est assez touffu. Il est forestier. Tu peux le lancer avec même un des 20. Ça passe sans problème. Tu grimpes sous le regard attentif des autres. Ce n'est ni élégant, ni trop mauvais, mais tu montes. Et tu arrives à une hauteur suffisamment grande. Et tu peux voir arriver de la forêt d'en face quelque chose qui dépasse de la frondaison. Et tu ne saurais trop quoi dire ce que c'est. Tu vois une forme massive et il te semble repérer des taches blanches, noires. Et c'est quelque chose qui arrive sur nous du coup. Oui. Tu pensais que c'était lent, mais en fait non, ça se déplace plutôt vite. Très bien, bah dans ce cas je vais m'adresser du coup à mon groupe avec qui j'ai l'habitude de crapahuter pour leur dire attention, quelque chose s'approche, cachons-nous. Et donc du coup par habitude les 3 autres personnages vont se jeter dans les bosquets environnants pour disparaître tout à fait aux yeux de quelqu'un qui passerait sur le chemin. Ok, vous vous dissimulez. On t'entend dire ça ou Oui. on voit juste tout le monde? Ah, on entend. Les autres en bas, vous voyez des silhouettes sortir de la forêt d'en face, qui se trouvent à 200-300 mètres. Des silhouettes taille humaine ou demi-humaine, et qui semblent fuir en se précipitant dans votre direction. Très bien. Ils sont rapportés dans combien de temps? Oh là, ils vont à l'espace de couvrir 300 mètres, dans moins d'une minute, ils sont sur toi. D'accord. Dès qu'il y en a un qui passe à côté, un des personnages qui va interpeller, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous courez? Ils s'agitent les bras en l'air, en hurlant de plus belle. Et puis, l'un d'entre eux vient se jeter sur toi. Il t'attrape au niveau de la chemise, il te secoue comme un pommier. Une créature tout droit sortie d'un cauchemar, blanc comme un esprit malveillant, mais également noir comme le charbon qui chauffe les fourneaux des enfers. Ok. Et je me mets à courir avec eux. Et du coup, voyant ça, déjà il y a le poney, Gustave, qui va voir Rascal partir en courant, qui va se mettre à courir avec lui. Et les 3 autres qui vont regarder un peu incrédules. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un truc! Comment ça? Ça arrive! Et reviens, abruti! Et du coup, Rascal va revenir. Mélana? Bien, mon groupe, étant assez peu courageux pour le coup, va suivre le mouvement de foule en direction de la forêt, mais plus pour pouvoir éventuellement s'y cacher ou patienter, le temps de voir cette créature plus en détail, même s'il sera peut-être un peu tard. En tout cas, on va pas rester à découvert. Ok. Vous observez, restez patient et vous cachez de plus belle pour éviter un maximum tout affrontement, j'imagine. Et alors que les sensations de vibration s'intensifient, alors que la chose s'approche, vous commencez à entendre le craquement. Les arbres, les troncs se brisent et de la forêt, la chose sort. Elle dépasse les arbres. Elle est énorme. Elle pousse un cri qui vous glace les sangs. Un énorme meuglement. Vous avez au loin, de l'autre côté de cette prairie, une vache énorme, gigantesque, qui n'a rien de normal. Ok. Rascal, qui est dresseur, commence à regarder ça. Fait, mais c'est une vache? C'est juste une. Bon, ok, elle est peut-être un peu grande, mais c'est juste une vache. Bill le boucher qui prend la parole et qui s'exclame oh, on va pouvoir faire des steaks ce soir. C'est surenchéri par Kender qui fait « C'est pas ma spécialité, la viande de vache, mais il y a de quoi nourrir un village entier, ça c'est certain. » Ah bah attendez, s'il y a une vache aussi grande que ça, déjà elle est peut-être pas toute seule, et puis elle appartient peut-être à quelqu'un qui est plus grand que ça encore. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on essaie, je sais pas, moi, de grimper dessus, par exemple? Et risquer de se faire écraser par un sabot. Non merci. Je sais comment s'occuper des animaux, c'est mon métier après tout. Et bientôt l'honneur l'ami, nous te suivrons si c'est possible. La vache géante, elle est en train de courir ou elle marche simplement Non, c'est qu'elle a des pattes tellement grandes qu'elle couvre un terrain bien plus grand que n'importe qui. Disons qu'à titre d'exemple, la vache, toi, tu arrives au niveau de sa rotule. Ah oui, d'accord, ok. Elle dépasse des arbres, elle est gigantesque.
on est sur un déplacement paisible, un déplacement de vache, quoi. Oui, elle meugle de temps à autre. Elle a l'air pas mal perdue, en fait, on va dire. Et elle semble pas terrorisée, mais pas du tout à l'aise par cette nouvelle condition. Ok. C'est cet engin bovin de destruction. Cet engin bovin cet engin de destruction bovine. Rascal va s'approcher, va commencer à faire des grands gestes pour attirer son attention, mettant à faire Eh oh, eh oh. Ok, tu te découvres, tu laisses place. Tu vois son énorme tête te diriger en direction des bruits et elle se stoppe. Elle va meugler une dernière fois et tu vas juste la voir faire une espèce de demi-pas, un peu en arrière, un peu stressée, mais elle ne fuit pas et elle ne charge pas non plus. D'accord. Je vais m'approcher tout doucement. Enfin, il va s'approcher tout doucement, les bras tendus, signe d'apaisement. Un dresseur, donc il va appliquer ses techniques de dressage qu'il les connaît, pour essayer de lui faire baisser la tête à son niveau. Parfait. Je vais t'inviter à me lancer un jet d'un D20. Donc tu lui dis quoi comme mot? Et hé, ma grande, doucement, doucement. Calme-toi. Et la voix qui porte un peu pour qu'elle puisse entendre, parce que j'imagine qu'avec la hauteur, mais pas sur un ton agressif et pas en hurlant pour pas l'effrayer. Ouais, très bien. On va faire ça sur un DD de 8. Ça c'est raté. C'est 4. C'est raté. Tu vas la voir qui penche la tête dans ta direction et quelque chose se passe. Peut-être s'est-elle fait piquer par un temps, mais bon, elle devrait même pas le sentir pour autant ce temps. Elle a un geste un peu brusque, un peu déplacé. Au final, elle te repousse du naseau et je vais t'inviter à me faire une sauvegarde de dextérité. Puisque tu commences en fait non pas à être juste simplement bousculé, mais carrément être projeté au loin. De sauvegarde de réflexe du coup. Ouais, sauvegarde de réflexe, un DD de 10. Parfait. Ouf, c'est un 12. Tu vas simplement racler le sol sur quelques mètres, après t'être envolé de quelques centimètres du sol, des contusions, des bleus, mais rien de trop grave. La vache fait un pas en arrière et tu la sens plus stressée. Et elle commence un peu à regarder à droite, à gauche, à renacler. Il y a sa queue qui bat de chaque côté derrière elle. Et elle a une respiration et des bruits qui laissent penser qu'elle est passée à un nouveau stade, un peu plus de stress. Il pourra D'accord. peut-être mal réagir à présent. Ok. Je vais, dans ce cas, si mes compagnons ne font rien, Rascal il va aller appeler Gustave, son poney, et pour qu'ils soient tous les deux côte à côte face à la vache. Et pareil, il va continuer d'essayer de l'apaiser en disant doucement, regarde, je ne te veux pas de mal. Il va caresser le museau de Gustave, comme ça. Il va lui donner quelques graines à manger, une pomme. Et tu vois, je te veux pas de mal. Doucement, doucement. Ok. Dans le même temps, du coup, Dégueulasse qui est dans l'arbre, donc à hauteur de flanc de la vache, va en profiter pour lui caresser doucement aussi le flanc, du coup, pour essayer de la calmer un petit peu. Ok. Alors elle est stressée, il commence à y avoir de plus en plus de monde autour d'elle. Le DD va passer à 12. Mais je vais t'inviter à lancer un des 24 pour les talents que tu mets à disposition. C'est un Très 17. bien. 17, c'est une réussite. Mathilde a, comme c'est son petit nom, je spoil, Mathilde a un moment de recul. Tu penses même qu'elle va se mettre peut-être bien à charger. Et au final, elle finit par baisser la tête. Elle finit même par s'allonger de tout son long, sous ses pattes, et elle se laisse faire. Je vais lui gratouiller sous le museau. L'endroit que les animaux n'arrivent pas à se gratter d'eux-mêmes, comme ça, histoire de la... Et puis je vais avoir 3-4 pommes dans la main, et je vais lui tendre. Là, toi, doucement, doucement. Bah alors ma belle, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Il a pas l'air décontenancé, Rascal, par la taille de la créature, peut-être un peu débile, je sais pas. Mais c'est plus de l'excitation de voir un animal géant qu'autre chose que de la peur, qui prend le pas sur la peur en fait. Parfait. Et la musique d'ambiance n'aide pas à me sentir dans un sentiment d'angoisse. Moi, j'ai Podcall, du coup, l'alpicultrice qui va s'adresser à Bill, le butcher, le boucher. Eh Bill, envoie-moi ta gourde! Donc Bill lui jette sa gourde. Puis elle va se diriger tranquillement vers la vache pour essayer de la traire. Ok, tu te diriges en direction des pies qui sont énormes, à tel point que tu demandes comment les saisir, parce qu'ils sont presque aussi gros que toi. Hey, Cibus, viens par là, je vais avoir besoin d'un coup de main. Donc Cibus qui
qui s'approche. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ton bout de tissu là, tu peux pas l'enrouler autour de son pied pour qu'on essaye de traire un peu de lait là? Ça doit être exceptionnel comme breuvage. Et donc du coup les deux s'emploient à enrouler un pied avec un petit bout de tissu pour justement essayer de traire la vache. On va passer l'image assez bizarre de tout ça pour simplement vous voir asperger par une giclée de lait qui, dès la première goutte, remplit la bouteille et tout le reste vient finir sur vos jambes. Eh bien, goûtons-le maintenant. Et le lait, somme toute habituel en termes de goût, de saveur, semble pour le coup très épais. Très bien. Et bien du coup ils referment la gourde et puis ils s'éloignent tous les deux pour aller sécher un peu plus loin. Pendant ce temps-là, au niveau de mon petit groupe, on peut avoir Naboul Ascrip qui s'est installé face à cette situation très bucolique, a commencé à dessiner, à faire un croquis de la vache, de sa taille, comme si elle commençait à réaliser une documentation sur l'animal et sur pour capturer la spécificité du moment et cette vache énorme qui est somme toute paisible. Très bien. Tu dessines, tu commences à griffer tout ça, tu fais un peu de décor derrière et t'aperçois au loin de la forêt d'où elle vient une silhouette, celle de quelqu'un qui semble porter des robes, des bures, qui se sent vu et détale dans la forêt en direction de qui semble être l'observatoire. Et je fais signe immédiatement à Domi dans cette direction-là, en espérant qu'il ait le temps de sortir sa longue vue pour éventuellement avoir plus de détails sur l'individu. Ok. Tu vois un homme qui s'enfuit, qui jette encore quelques regards en arrière. Et de ta longue vue, tu aperçois un peu mieux ses traits. Et ouais, tu le connais, c'est Clodéric. Qui est Clodéric? Avant l'arrivée de René dans les parages, c'était l'ermite de service. Et il se complaisait bien dans son rôle de monsieur étrange et mystérieux. Mais maintenant, c'est plus trop l'attraction. Hein. Ok, bah j'interpelle les autres membres de l'expédition. Oh, au fait, regardez là-bas, il vient de s'enfuir, c'est Clodéric. Vous vous souvenez, peut-être, vous en avez entendu parler, enfin, c'est l'ermite. Oh, c'est vieux tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah j'en sais rien, j'avais plus de nouvelles. Ben écoutez, apparemment, il a pas l'air serein vu que une fois qu'il s'est senti observé, il a détalé. Ah, bah, peut-être qu'on peut aller lui poser la question. Il a peut-être vu d'où provient cette vache. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, moi je suis partant. Est-ce que quelqu'un sait où il se trouvait ces derniers temps? Parce que bah on n'avait plus trop de nouvelles quoi. Non, mais j'imagine que si tu l'as vu partir dans une direction, on peut déjà aller par là. Peut-être même qu'on peut utiliser cette vache. Elle a une tête à s'appeler Marguerite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut peut-être utiliser Marguerite pour arriver plus vite et puis avoir plus de hauteur pour voir, non? Et puis il se retourne vers Guerre, notre docker, qui porte dans sa besace une très grande, enfin dans son dos, une très grande perche et peut peut-être essayer de grimper sur son dos et avec ta perche, tu nous fais monter les uns après les autres, que ce soit plus facile. Oui, on peut essayer, oui. Je vois une certaine réticence au sein de mon groupe. Vous savez, nous, les animaux, c'est pas notre truc, hein. Ouais, enfin, à part Kender, là, et ses poulets, nous... Ouais, non, les bestioles, je le sens moyen, quoi. Alors, on peut toujours y aller à pied, après ça risque d'être plus long, et puis surtout on n'aura pas beaucoup de visibilité. Là au moins on aura l'avantage de la hauteur. Ok, ben... Si tu te sens capable de la diriger, fais confiance. On va essayer. Du coup je vais aller, je vais me rapprocher du coup du visage de Marguerite. Puis je vais commencer à lui parler comme s'il parlait à un enfant. Bon alors ma grande, on aurait besoin de ton aide. Est-ce que tu peux te mettre au sol pour qu'on puisse grimper sur ton dos? Est-ce que tu peux nous emmener dans cette direction? Je lui montre en fait ce que je souhaite faire. Je m'accroche à ses poils, je commence à mimer pour essayer de grimper, voir si elle réagit ou pas. Je sais pas trop comment le prendre, mais de son énorme langue, elle va venir te lécher et te laisser une belle quantité de bave couler de partout. Rose. Elle a peut-être cru que j'essayais de lui gratter le flanc. Ou je vais lui gratter le flanc un petit peu. Et puis je vais demander à Gerd, notre docker, d'installer la perche sur son flanc. Et puis de servir je vais lui faire la courte échelle pour qu'il puisse grimper. Et puis après, lui tient le bâton par une des extrémités. Et puis l'un après l'autre, mes personnages vont tenir le bâton et puis essayer de grimper tandis que lui retient derrière. Ok. Si quelqu'un a une corde, ça serait peut-être pratique aussi. Kender sort un grappin qui était enroulé à sa taille. Maintenant, c'est un grappin taille alflin, hein, donc c'est pas génial. En disant, bah, j'ai ça si ça peut aider. Ah, installe-le autour de ta taille et puis on va mettre l'autre extrémité sur le bâton. Comme ça sera peut-être plus pratique pour monter.
vous n'êtes pas à l'aise. Ok, donc Kelder s'exécute, hein, suivant les instructions des connaisseurs. Et puis mon groupe va essayer de monter via les systèmes mis en place. Ok, on va tenter les uns après les autres du coup. Monter. Ouais, vous allez grimper, prendre votre temps, ça nécessitera pas de jet. Et même s'il faut quelques essais, Marguerite, se laisse faire et vous allez pouvoir grimper les uns et les autres. Et vous avez largement la place. La difficulté sera peut-être plus de tenir en place dessus. Bon, on va tenez-vous bien. Et puis je vais faire... Bon allez Marguerite. Aider de la perche, un bon coup sec. Et elle va se relever dans un meuglement. Et d'une façon ou d'une autre, tu vas essayer de la diriger vers l'endroit qui t'intéresse. Tu veux la faire revenir sur ses pas, j'imagine? Ouais, en fait, je donne des petits coups de bâton, pas très très forts, mais pour la faire tourner dans un sens. Et puis dès qu'elle est dans la bonne direction, je gratte un petit peu le derrière de l'oreille. Comme ça, je fais allez, on y va. Puis je lui tapote pour lui faire comprendre que c'est la direction, il faut marcher. Puis voilà, je mets des coups à gauche, à droite pour qu'elle garde un peu la direction que m'aura indiqué. J'ai oublié le nom de ton personnage. Ah, c'est Domi qui prend le poste dans le nid de pie, hein, improvisé, on va dire ça comme ça, avec sa longue vue pour dire ah bah c'est plus par là, pour essayer de le plus ou moins guider, même si il est dans les forêts en contrebas, donc je suppose qu'on ne le voit plus, notre ami Clodéric. Vous allez avancer en direction de la forêt, reprendre le chemin qu'elle avait déjà bien préparé de par son énorme masse et les arbres couchés, les troncs brisés, et vous pourrez même retracer le parcours qu'elle a. Vous retrouverez le champ d'où elle provient. Quelqu'un, un fermier des environs, qu'on appellera Jacques, le fermier Jacques, peut-être est-ce sa vache, peut-être qu'il voudra la récupérer. Bon, ces préoccupations-là sont secondaires puisque de ta longue vue, tu apercevras de temps à autre la silhouette que tu penses être celle de Clodéric progresser dans la forêt, toujours regarder des regards en arrière, alors que avec cette nouvelle monture, vous déplacez à une vitesse que vous n'imagineriez absolument pas. Hein. Et surtout, tu vas observer la vieille tour de garde, que tu vas réussir à observer sans problème de ta hauteur. Et tu la vois, cette vieille tour abandonnée, qui a été retapée par René des Anges aux Îles. Il a mis sur cette tour un engin étrange, fait de tubes de plus en plus gros, en cuivre ou en bronze, et qui sort de la tour au niveau du toit. Ce toit conique, percé par cet appareillage étrange, le reste de la tour qui semble être vide de vie, et la silhouette de Clodéric qui semble disparaître alors que vous ressortez à l'autre côté de la forêt. Je fais assez vite le rapprochement entre l'observatoire, hein, ce que moi j'en sais en tout cas, et ma longue vue, en disant bah tiens, étrange, il a construit une longue vue en beaucoup plus grand. Et puis là je m'aperçois de la disparition de Clodéric, et je fais oh bah zut, je l'ai perdu. Ah, du coup on rebrousse chemin, qu'est-ce qu'on fait? La tour est là-bas, donc tant pis pour Clodéric, continuons jusqu'à la tour. Bah écoutez, allons-y. Je continuerai à chercher de ma longue vue potentiellement Clodéric qui aura peut-être réapparu mystérieusement. Parfait. Il vous faut que quelques minutes pour arriver vraiment au bout de cette forêt et à la grand espace, la grande clairière où l'observatoire prône un peu en hauteur sur une colline. Vous descendez de votre monture, non sans mal, mais sans problème, sans dégâts. Marguerite va rester là, ruminant de ci de là, commençant d'ailleurs à manger les arbres, les feuilles des arbres, les branches, et arrachant presque par bouffées entières l'essentiel de leur feuillage. Face à vous se dresse l'observatoire. Une tour classique, un gros cylindre de métal qui dépasse du toit, conique, des meurtrières, une porte et deux autres éléments. Il y a un petit bâtiment adjacent à la tour, collé contre lui, et un puits. Ok, on va aller toquer à la porte peut-être? Oui, je suppose que c'est son habitation. Il est suivi par Domi et le reste de sa petite troupe, même si Kender a beaucoup de difficultés à descendre de Marguerite. Il va d'ailleurs s'en mêler les pieds dans son grappin, dans sa corde, enfin maladroit le halfling. Parfait. C'est donc un peu ridicule que tu descends, que les autres personnages descendent, et que vous vous retrouvez aux abords de cet observatoire. Il y a effectivement une porte en bois qui permet directement d'atteindre la tour. Les meurtrières qui sont, semble-t-il, les seules ouvertures sont, quant à elles, à plusieurs mètres au-dessus du sol, et il y a cet obscur bâtiment sur le côté. Tu te diriges donc avec tes personnages, Doc, en direction de la porte.
tu aperçois qu'il y a un système d'anneaux et de poignées à tourner. Ok. Avant de tourner la poignée, je vais quand même toquer à la porte. Tu toques, tu n'entends rien et personne ne semble répondre. Voilà. Du coup, je vais essayer de voir comment ouvrir cette porte. Tu essaies d'ouvrir la porte et il y a un petit jeu qui est très vite bloqué et tu sens une résistance tout de suite après. Quelque chose la bloque. D'accord. J'en informe mes compagnons. Visiblement, la porte est fermée et personne ne répond. Peut-être qu'on peut essayer de faire le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas une autre entrée. Je vais me diriger du coup vers la petite bâtisse qui est sur le côté de... Ok. Tu te diriges sur le côté et tu as donc une espèce de grange adjacente fait en planche de bois et qui prend tout un pourtour de la tour, une partie de sa circonférence. C'est accolé et là encore tu vas tomber sur une autre porte. Et à nouveau, tu vas essayer de l'ouvrir et tu sens que de l'intérieur quelque chose la bloque. Ok. Et c'est pareil, c'est cette espèce de même mécanisme un peu étrange. Non, là pour le coup c'est un simple système de fermeture. D'accord. Et en toquant, Personne ne répond. personne répond. Ok. Le joueur se dit qu'il va falloir mettre la tête dans le puits, mais les personnages n'en ont aucune envie. Est-ce que vous avez des idées, chers amis? Visiblement, tout est fermé et qu'il n'est pas là, tout simplement. En ayant fait le tour du bâtiment, donc en accompagnant les persos de Doc, je suppose que cette fermeture, on parle donc de la résistance de la porte de la grange. On parle éventuellement d'une poutre, n'exagérons pas, mais d'une planche de bois qui se refermerait éventuellement en guise de loquet, ou bien on est sur une serrure plus traditionnelle. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de serrure du tout et oui, peut-être qu'il y aurait une barre qui barre l'intérieur. Et du coup, Stiletto va s'approcher de cette barre, vu qu'apparemment on sait quand même légèrement l'entrouvrir. Il va sortir un chausse-pied et va tenter de l'introduire pour essayer de parcourir la porte de bas en haut, pour essayer de voir où se trouve la résistance et si c'est une barre, potentiellement la soulever à l'aide de ce chausse-pied. Très bien, excellent. Tu vas tester donc cette méthode qui va t'apporter une réponse, pas celle que tu veux forcément, puisque tu arrives à passer ton chausse-pied de haut en bas. Il ne semble pas y avoir de barres qui viennent bloquer la porte. Ça semblerait venir de l'intérieur, quelque chose d'autre bloque la porte. Non pas une barre, non pas une serrure. T'as Insidious ? Tes personnages, ils entendent quelque chose. À l'intérieur du coup de la maison? Pas de l'intérieur. Ça vient de l'extérieur, d'un côté de la tour que vous n'avez pas encore regardé. C'est ton elfe forestier qui a les oreilles tu les vois qui bougent et il perçoit des sons, des paroles et qui font non, pas maintenant, merde, non, pas maintenant. Et bien du coup il appelle Bill qui s'apprêtait à frapper contre la porte avec son hachoir. Pas le temps. Et du coup l'emmène du côté des bruits pour voir ce qu'il s'y passe. Et vous faites le tour de l'autre côté de la tour et là tu t'aperçois deux choses. La première, c'est contre la tour, déposer un tas de bois et au-dessus de ce tas de bois, tu vois un homme en bure qui est en train d'essayer de frapper des silex et qui visiblement essaie de mettre le feu au tas de bois. Bonjour messieurs. L'homme s'arrête, regarde directement en ta direction, se bloque une seconde. On peut peut-être vous renseigner, vous aider. Tu reconnais tout de suite Claudéric, cet ermite de service qui n'est plus d'actualité maintenant que René des Anges aux îles est là. Bien plus intéressant, c'était votre vieil ermite d'avant quoi. Il est devenu has-been, le pauvre. Et tu vois qu'il s'arrête, il te regarde, il jauge, il s'attend à ce qu'il se passe quelque chose mais visiblement tu veux parler et... Non, c'est bon, je vais partir. Non mais restez dans là 2 minutes. Les amis là, venez voir, je pense qu'il y a quelqu'un que vous connaissez par ici. En même temps du coup pendant que Dégolas appelle le reste du groupe, j'ai Bill qui s'approche pour rattraper le bonhomme par le bras et puis le saisir et le maintenir là. Ok, il a un geste défensif, il met la main en avant, mais il cherche même plus à fuir pour le coup, il se laisse attraper et... Non, mais ça va aller, je peux tout vous expliquer. Les autres, vous entendez donc qu'il y a de la cohue de l'autre côté de la tour. Moi, mes personnages vont s'y diriger. De toute manière, on n'arrive pas à ouvrir les portes. Faire pareil. Parfait. Vous retombez donc sur cet ermite qui s'est enfui alors que vous commenciez à grimper sur Marguerite, qui, il faut pas beaucoup de temps pour le deviner, semble être sur le point de mettre le feu à une pile de bois sec et vous même pouvez repérer d'autres combustibles en tout genre, de la paille, des tissus, tout ce qu'il faut pour une belle flambée et qui est vraiment accolé à la tour quoi. On peut savoir ce que vous êtes en train de faire là?
Ok, d'accord, très bien. J'allais foutre le feu à cette maudite tour. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses étranges ici. Il regarde la tour, il regarde l'étrange appareillage conique. J'ai vu, et il tourne un regard vers vous assez écarquillé, comme transcendé par quelque chose. J'ai vu un gros machin métallique descendre du ciel et des bestioles. J'ai vu des bestioles pénétrer dans l'observatoire. Tu parles du... quelque chose qui ressemblera à une grosse plaque de métal volante, par exemple? Il se tourne vers toi. C'est ça, oui, cette chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça ressemblait à quoi précisément? Il fait des formes avec ses mains qui laissent penser à quelque chose d'assez plat, d'assez circulaire, un peu comme une assiette. Donc vous avez vu cette espèce d'objet volant que vous n'arrivez pas à identifier. On pourrait lui trouver un nom, mais peut-être plus tard. Qui est descendu du ciel, c'est ça? Il y a des créatures qui sont montées dans cette tour. Ouais. Et elles ressemblaient à quoi ces créatures? J'ai pas le temps, elles étaient trop loin, elles étaient pas très grandes. Mais elles sont venues, je suis sûr, c'est ce foutu René de merde. Depuis qu'il est arrivé là, il a tout foutu en l'air. Vous l'aimez comment? Vous l'aimez bien, vous, René? Bah, disons qu'il est utile, quoi. Puis il vous regarde, il est utile. Ah ouais. Et vous? Et il se penche vers d'autres personnages. Vous en pensez quoi de ce René? Bah, c'est une très bonne connaissance et nous partageons une passion commune pour l'étude des astres, des constellations et l'argent. tout ce qui nous entoure. Ouais. Et vous là? Il se retourne vers toi, tes personnages, t'aimes Sidious? Oh bah écoutez, nous on n'est pas du coin, donc ce qu'on cherche c'est avant tout de l'argent. Si vous en avez, on peut s'entendre. Sinon... Tes personnages, tu les tiens, il va plutôt parler avec eux et te dire ok, très bien. Alors, moi je veux bien vous aider et en échange, vous virez René du territoire, ok? Je veux plus le voir. Et vous avez quoi à offrir si on le vire du territoire? Je peux vous aider. Bill. Et donc il y a Bill qui lui attrape une main, qui la plaque sur les bûches qui sont en face et qui le menace du coup avec son hachoir de l'autre main. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Il comprend tout de suite que tout le monde est contre lui et il se renfrogne, vous le voyez dans l'expression de son visage. Il recule un petit peu, même s'il est toujours tenu par le bras et il va regarder une dernière fois en direction de la tour et une dernière fois vers vous et puis il va commencer à se mettre à gueuler. Ah, ils sont là! Ils sont là! Il y a des gens dehors! Venez les chercher! Saloperie de bestioles! Personne n'a l'air de réagir dans la tour. Non, mais lui il se continue dans son discours. Eh bien moi du coup il y a Bill qui abat son hachoir pour le calmer, donc il lui tranche la main d'un coup sec. Ah, la main carrément? Ah la vache! Donc t'abattes ta hache, tu viens lui faucher la main tombe au sol, il met une seconde à réagir, et finalement il continue à gueuler, mais juste pour pousser des cris, en se tenant le moignon. Mais tu vas te taire donc, sinon je te coupe l'autre aussi. Bah, là, en l'occurrence, pour sa défense, tu viens quand même de lui couper la main, donc je peux comprendre que le pauvre soit en train de crier. Et personne a un bandage ou quelque chose? Mais d'habitude il tombe dans les pommes, j'y peux rien si celui-ci tient. Mais je sais pas, fallait l'assommer, ça aurait été beaucoup plus simple. On se calme, c'est un béné, enfin un béné, c'est l'ermite quoi. Voilà, il sait pas ce qu'il raconte. Enfin, c'est quoi ses manières? On voit que vous êtes pas du coin. Hein. Il gueule, il gueule. Bon, écoutez, calmez-vous, on va faire quelque chose. Je prends la main et j'essaie de lui remettre. Tenez, tiens, mettez-la comme ça. Là. Ouais, moi j'ai des golasses qui s'approchent, elle dit tiens, mâchouillez ces quelques herbes là, ça va vous calmer. Donc il braille, et puis quand vous commencez à prendre soin de lui, et les cris commencent à devenir des gémissements, puis des espèces de pleurs, et il ne fait que regarder sa main maintenant manquante. Alors bon, regardez toutes les opportunités que vous pourrez avoir maintenant. Alors déjà, bon, tenez bien, hein, faut éviter que le sang coule beaucoup trop. Mais maintenant, on va pouvoir vous remplacer cette main. Vous servez pas à grand chose en soi. Remplacer comme René avec moi. Comment ça, comme René avec vous? Il vous a remplacé René? J'étais l'ermite du coin, j'aimais bien ça moi. Les gens venaient me faire chier, mais j'aimais bien. Bah, qu'est-ce qui vous empêche d'être deux ermites dans le coin? Parce que ça ne se fait pas, mon sang. Mais bien c'est sûr que si. ridicule. Mais non. Mais c'est un concept nouveau, c'est tout. Maintenant, je suis manchot. À moitié. Oui, mais regardez, du coup, vous êtes le seul ermite manchot. Ouais, et on trouve des bonnes solutions à tout. Et vous pouvez remplacer là votre main, honnêtement. Alors déjà, vu l'état des mains,
c'est peut-être mieux qu'il n'y en ait plus qu'une seule sur les deux. Puis la deuxième, vous pouvez faire plein de choses. Déjà, ça sera peut-être plus facile pour gagner de l'argent. Si vous voulez mentir, tiens, et puis je montre Zab, mon petit jeune derrière. J'ai oublié de le préciser au début de la partie, mais il a des béquilles. Et regardez, il y a 14 ans, dans la force de l'âge. Bon, bah, il sait pas marcher. Résultat, il gagne plein d'argent. Il se met dans un coin, en ville, il fait semblant de pleurer, et il y a les petites mamies qui prennent pitié pour lui et qui lui filent 2-3 piécettes par-ci par-là. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Bon allez, on se calme, d'accord? Est-ce que vous savez comment on rentre dans cette maison? Il va sangloter avec le nez qui coule. Ça devient, même si tu apportes beaucoup d'éléments pour qu'il se ressaisisse, définitivement ça ne suffira pas. Et maintenant, au-delà de devenir pénible comme il a été au début, il devient presque gênant. Ça devient triste et presque pesant d'avoir à rester comme ça à côté de lui, à renifler grassement là, du nez. Et j'ai essayé de rentrer à l'intérieur, je sais pas, il a dû bloquer, il y a quelque chose qui bloque les portes. Mais pourtant, il est pas très costaud, lui. Il aurait peut-être pu faire ça avec ses deux mains, par contre, hein? Ben non, est-ce que vous avez besoin de 2 mains pour fermer une porte? Non, bon ben voilà, arrêtez un peu de chipoter pour rien. Non mais en même temps, Claude-Éric, c'est quoi votre numéro favori? Votre numéro fétiche? Je comprends pas, je fais pas de numéro, moi. Mais donnez-moi un numéro, votre numéro fétiche, n'importe lequel. Un numéro comme ça, moi j'ai cru que j'allais finir dans un cirque avec vos délires. Non, un chiffre. Le 3. Bah voilà, ça tient sur les doigts d'une main. Parfait. Mais c'est même pas ça. Je l'ai vu ce matin. Je l'ai vu. Les gens qui étaient sous le signe du 3, je l'ai vu. J'ai lu ça avec les astres et ainsi de suite. C'était très très clair. Vous allez subir une grande perte, mais qui vous offrira de nouvelles opportunités. Eh ben, on a trouvé la solution. Voilà, vous avez perdu votre main, ça vous ouvrira des grandes opportunités. Bon, sur ce, il va peut-être falloir qu'on rentre dans cette tour. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Bah vous savez pas comment rentrer. Mais je suis un ermite, moi je connais le coin par cœur. Et ben vous savez pas comment on peut rentrer du coup? Est-ce qu'il y a pas un autre passage peut-être? Si vous traînez dans le coin à longueur de journée. À rien glander, soit dit en passant. Finissez ce que j'ai voulu faire, foutez le feu. Ça le fera sortir peut-être? Mais on veut pas le faire sortir, on veut rentrer nous. Il crève. Bah c'est peut-être déjà le cas. Grand Toc il répond pas. Allez vous faire voir. Vous m'avez coupé la main. Allez vous faire voir maintenant. Va falloir rester constructif parce qu'il aura su notre intention. Il crache au sol dans ta direction. Bon, messieurs, là, vous reconnaissez que j'ai pas le choix. Si, on va éviter de faire 2 pertes dans la même journée. Hein. Bon écoutez, messieurs, je suis désolé de ce qui s'est passé, allez, serrez-vous la main. Et donc tu vois Bill qui prend la main, qui prend la main par terre pour la celle-là, du coup. Très bonne celle-là, très bonne. Si personne ne le retient, Claude-Éric commence à doucement s'écarter, tête penaud, il essaie de rabattre sa capuche sur le plus profond de sa tête. Il dit qu'il connaît tout le monde, le bouseux là, mais si on le laisse partir, il va pas nous nuire. Ah, ça fallait peut-être y penser avant. Vous lui avez coupé une main, on va pas non plus... Ouais, et puis, enfin voilà, Claude-Éric, il va partir, il va faire son petit bonhomme de chemin. Bon, arrive un moment, même pour un ermite, faut prendre les choses en main. Qu'il y aille. Voilà, hop, affaire réglée. On a un problème de porte là. Hein. D'ailleurs, j'ai pensé à ça. Elle est où, Marguerite? Peut-être, mais disons que la forêt est sa prairie, quoi. Donc elle peut s'éloigner quand même d'une bonne centaine de mètres sans que ça semble la déranger elle. Bon, vous avez raison. Il a voulu mettre le feu à la tour, on l'a pris la main dans le sac, maintenant laissons-le partir. En attendant, on pourrait pas utiliser Marguerite et attacher une corde ou quoi pour qu'elle arrache la porte? Non, parce que sur un petit mouvement de patte, le bâtiment il tiendra pas longtemps. Ça me plaît bien ça. Est-ce que quelqu'un a une corde du coup? J'ai mon grappin. Si je l'attache suffisamment dans le petit espace de la porte et qu'on arrive à attacher l'autre extrémité à la patte de Marguerite, on lui demande d'avancer et craque la porte. Eh ben allons-y, excellent plan. Ok, ça c'est des plans DCC ça. Et ainsi s'achève notre épisode de Dungeon Crawl Classics, Lumière sous le Mirador. La musique d'intro a été composée par Scott Buckley et les musiques d'ambiance par Michael Gelfi. Merci à eux. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux podcasts jeux de rôle sur la JDR Academy.